tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Territoire. Cette semaine, nous sommes dans les Cévennes, pas loin de la Melouse, et nous sommes exactement à la cure Bosso. Nous allons rencontrer un tempérament, c'est Sabine Pintard-Jacot et son mari Jean-Michel, ainsi que Dominique, qui vont nous parler de leur exploitation et notamment de la cueillette de la châtaigne, qui est bien sûr un attrait important dans cette région des Cévennes. Nous allons découvrir ça tout au long de l'émission et évidemment également nos rubriques habituelles comme la recette du jour, signée de notre gourmand Frédéric Siller. Pour l'heure, découverte et ramassage des châtaignes. On va aller boire un petit coup de sirop de châtaigne. Nous sommes attablés avec Sabine Pintard-Jacot, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez avec un sirop de châtaigne, évidemment, parce que nous sommes dans une châtaigneraie aujourd'hui. Oui. Et du thym aussi également, d'ailleurs, du sirop de thym. Mais là, nous allons parler plus particulièrement des châtaignes. Mais avant ça, vous allez nous présenter ce lieu ici dans lequel nous sommes, qui s'appelle cure Bosso. Le cure Bosso. Ça veut dire quoi, d'ailleurs? Traditionnellement, l'étymologie, ça s'écrivait avec E-A-U, et c'était le fond du gourd. Cure, c'est le fond. Et Bousseau, c'est un boussao, c'est le gourd. Voilà, cette maison était en ruine en 75 à peu près. Depuis, on l'a restaurée en résidence secondaire. Et depuis 2002, nous l'avons habitée à temps plein. Il y avait des châtaigniers traditionnels, mais c'était envahi de pins. La première chose qu'on a fait, c'est couper les pins sans abîmer les châtaigniers. Et puis on les a élagués, c'est des châtaigniers de greffage très anciens, dit châtaigne traditionnelle. C'est une situation qui est en bio, d'autant plus qu'on est en bio et dans la vallée du Galaison, qui est une zone qui est reconnue par l'UNESCO, qui est une zone protégée pour sa biosphère. On voit la vallée derrière nous, c'est magnifique. On a tous les circuits. J'ai une chambre d'hôte où en fait je fais des repas gourmets parce que mon hobby c'est la recherche culinaire. C'est un accueil paysan en fait. Hein, c'est un accueil paysan de l'association Accueil Paysan. Il faut être en bio, il faut avoir une activité agricole et il faut avoir surtout une qualité d'accueil vis-à-vis des gens. On va voir toutes ces grandes étapes alors avec vous en ce qui concerne la châtaigne, Sabine. Allez, c'est parti. On rentre dans la châtaignerie. Le problème, c'est que le terrain est en pente. La châtaigne tombe. C'est comme une bille. Et si on ne la retient pas, elle tombe. Et puis, donc on met des filets avec des retenues. Pour pouvoir justement les attraper. Parce qu'on voit que le terrain est vraiment pentu. Du coup, elle se retrouverait tout en bas. Ici, vous voyez les filets. Il n'y a pas de châtaigne parce que c'est ramassé au jour le jour. Et les tas sont là. D'accord. Et du coup, il en tombe beaucoup chaque jour? Ah oui, hein. Là, chaque jour, vous ramassez? Depuis le 18 septembre, nous avons fait 560 kilos. Ah oui, quand même. Oui. Et en gros, la production, ça va faire combien à la fin du ramassage? Une tonne 2. À peu près. Sans compter qu'il y a au moins 300 de déchets. Et quand vous les ramassez, vous enlevez les coques tout de suite ici Les coques ici et les feuilles, on les ramasse, on les met en caisse et ça s'en va à la station pour éliminer les véreuses. Alors, il n'y en a pas quelques-unes de tombées, là, que vous nous montriez un peu? Alors, la pèlerine, elle est en forme de cœur. Et elle est, je vais vous en mettre une autre plus jolie. Et elle a du duvet. Beaucoup plus que la filiarette. Elle est plus poilue, alors? Elle est poilue, voilà. Je ne vais pas trouver une filiarette. Je vais trouver les pèlerines. Dominique, il ramasse tout, donc il n'y a plus rien. Qui c'est, Dominique? Dominique, c'est devenu un ami. C'est un monsieur qu'on reçoit dans le cadre des échanges de woofers. Il faut être agriculteur, il faut déposer un dossier. Et le monsieur qu'on accueille, ou la personne qu'on accueille, vient découvrir chez l'habitant
l'activité. Elle doit, la charte, c'est aider maximum 4 heures contre un hébergement et les repas. D'accord. On parlait de la pèlerine. La pèlerine, ici, elle a forme de cœur. Elle a une raie normalement de poil, comme on dit, de duvet. Tandis que la figarette, elle est bombée, elle est luisante, on la dirait cirée, elle est bombée par rapport à ça. Et elle a beaucoup moins de duvet. Elle n'a pas de duvet, pour ainsi dire. Même. Donc ça, c'est figarette première traditionnelle. Ça, maintenant, la figarette, on est en plein ramassage. Et ça, c'est une hybride. On fait 50 fruits, font 1 kilo. C'est une recherche en laboratoire. Ça s'en va dans les pays de l'Europe centrale. En tout cas, pour du frais, ou pour des confitures, ou pour des marrons glacés. Et justement, la saison de ramassage des autres, c'est quoi en fait la période? Ça commence quand normalement? Alors, figarette la première, qui n'est pas poilue, et l'hybride, la grosse, c'est à partir de fin septembre. D'accord. Jusqu'à... elle, c'est les précoces. Jusqu'à fin... jusqu'au 2-3 octobre. D'accord. Et après, vous avez la pèlerine traditionnelle, qui est un peu plus tardive, et le marron dauphine. Et jusqu'à quand alors celle-ci? Jusqu'à 15, disons le 20 octobre, tout est bouclé. La différence entre une châtaigne et un marron, c'est une question de cloisonnement. Il y a une deuxième peau à la châtaigne, celle qui est toute marron et qui est pleine de tanins. Si vous la coupez, cette châtaigne, en 4, cette deuxième peau rentre dans le fruit. S'il y a moins de 10% de cloisonnement, c'est un marron. S'il y a plus de 10%, c'est une châtaigne. Je vais simplement vous montrer un tronc ancien où il y a les excroissances de châtaignier que j'appelle champignons. C'est un tronc très ancien, on sent qu'il a été élagué plusieurs fois. Voilà, ça c'est une verrue, elle n'est pas très grosse, ça c'est une verrue. Alors, quand elles sont très sèches, elles s'enlèvent toutes seules. Voilà, elle n'est pas très jolie celle-là, elle n'est pas bien formée. Celle-là, elle n'est pas jolie, vous en avez des plus grosses. Voilà, on va tourner. On va tourner, mais je les enlève au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y en a plus. Ça, c'est un champignon, ça profite, qui n'est pas bon. Mais nous avons eu à la pause des filets des oranges. Alors les oranges, ils poussent, ils soulèvent les filets. Il y en a un. C'est pas possible. Il y a une orange. Alors l'orange, c'est l'amanite des Césars. Il y a son concurrent mortel, qui est l'amanite phalloïde. L'amanite phalloïde, normalement, elle a des points blancs, mais ce n'est pas un critère, parce que la mauvaise, la mortelle, n'a des fois pas de points blancs. Vous voyez, normalement, elle est orange, mais là, elle est devenue presque crème. Ça, c'est pas grave. Le critère de reconnaissance, il ne faut jamais enlever la racine pour le mycélium. Voilà, ça, il faut le laisser. Et la différence essentielle entre l'amanite des Césars ou l'orange et la mauvaise, c'est que dans la bonne, tout est jaune. Le pied est jaune, les lamelles sont jaunes. Quand vous avez tout est jaune, c'est bon. Si la même, dans la mortelle, elle est blanche, le pied est blanc, les lamelles sont blanches, ça c'est la mortelle. Alors normalement, la mortelle, il y a des petits points blancs, mais des fois, elle n'y est pas. Des fois, elle n'y est pas.
dans le Gard, l'artiste peintre que nous rencontrons, épris de romanité, féru d'histoire, s'inspire du passé pour mieux évoquer le présent. Karl Martom nous ouvre les portes de sa maison atelier dans l'ancienne gare du village de Junas. Vous êtes les bienvenus ici, dans la maison du peintre Karl Martom. Suivez-moi. C'est un lieu magique parce que c'est un lieu qui a vu passer toutes les familles de l'endroit. Des gens qui se sont retrouvés sur ce quai, donc au début de la Grande Guerre. Donc des gens qui se sont vus pour la toute dernière fois. Ici, c'est l'endroit où je suis en train de peindre en ce moment. Et puis qui, quelques années plus tard, pour certains, ceux qui ont eu de la chance, ont revu le fils aimé ou le mari aimé. Je trouve que c'est un lieu qui est plein d'émotions, d'autant plus qu'il est sur un site antique qui pour l'instant n'est pas encore très connu, puisque ce sont les autres anciennes carrières de Junas. Je suis un petit peu éclectique dans la mesure où il y a plusieurs types de sujets et plusieurs approches de la peinture. Effectivement, mon travail est centré sur la peinture exclusivement. C'est de la peinture à l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile permet des travaux sur les reflets qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut avoir avec de l'acrylique. Mes inspirations, c'est la couleur avant tout. Mes inspirations, c'est les thèmes de la romanité. Et j'ai souvent rêvé d'être un archéologue qui a la surprise de découvrir des pièces romaines dans un puits antique, dans une fontaine à vœux. Je m'imagine que cet archéologue pense aux gens qui, autrefois, il y a 2000 ans, ont jeté ces pièces pour faire un vœu pour leurs proches. C'est tous ces sentiments qui ont été oubliés depuis 2000 ans qui réapparaissent, qui sortent de l'oubli et pour éclater au grand jour et pour démontrer que seuls les sentiments humains, la générosité sont des valeurs qui traversent le temps. Bien sûr, cette passion pour la romanité inspire fortement mon œuvre. J'emprunte des techniques antiques qui datent de plus de 2000 ans. Donc c'était des techniques qui étaient faites pour peindre sur des murs, mais que là, je revisite. Donc sur des toiles ou sur du bois ou sur des supports quelconques d'ailleurs. Ces techniques 2 fois millénaires, je les revisite et de telle façon à ce qu'elles donnent un éclairage plus riche, plus profond, plus ancien à mon travail. Je voulais faire initialement quelque chose de bleu-noir très profond. Ça donne un aspect étrange, ça donne un aspect presque irréel. Les lieux sont toujours là, mais quelque part l'atmosphère a changé. C'est le ciel d'il y a 2000 ans. Tu caches le tableau, tu caches les bâtiments récents et tu laisses juste émerger le sommet. Et bien par le sommet, l'Antiquité et toute cette période de faste là revient par le ciel. Alors bien sûr, il n'y a pas que la romanité qui inspire mon travail. En tant qu'artiste contemporain, j'explore d'autres voies, en l'occurrence sur ce type de travail, qui est un travail donc très contemporain et basé sur la juxtaposition chromatique qui fait un effet visuel de quasi-hypnose. Sur ce type d'œuvre, j'essaye d'exprimer les couleurs du Gard, les couleurs du Sud, et la fascination qu'elles peuvent exercer sur tout le monde, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture. Les couleurs de ce pays sont puissantes et génèrent un bonheur, une joie de vivre qui rayonne. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans ce type de travail. En tant qu'artiste, je défends le mouvement art continu, qui est un mouvement d'art contemporain. Je pense qu'un chef-d'œuvre n'a pas besoin d'être expliqué. En lui-même,
il attire l'attention, l'émotion et il touche la sensibilité du spectateur. L'art contemporain tel qu'il est promu aujourd'hui au travers de l'art officiel, c'est le monde du bizarre qui a besoin d'explications complexes, avec un vocabulaire qui, moi, me fait penser au médecin de Molière, qui se sentait obligé de parler dans un langage imperméable au commun des mortels, pour délivrer le message que vous n'êtes pas à la hauteur, ça c'est un domaine qui est réservé à des spécialistes, ça c'est notre domaine à nous, toi petit reste à ta place. Et je pense que c'est méprisant vis-à-vis du public. Et donc l'art continue et essaye de promouvoir cet art contemporain qui a continué à fleurir, à progresser. Si on regarde autour de nous, le vrai art, vous le trouverez pas forcément dans les galeries d'art, vous les trouverez pas du tout dans l'art contemporain, dans les lieux d'art contemporain officiels. Vous allez le trouver dans les restaurants, vous allez le trouver dans les graphes dans la rue. Vous allez le retrouver dans des illustrations de livres d'enfants. Vous allez le retrouver dans des lieux comme ça ou dans la pub, dans des lieux improbables. Et si vous regardez bien, si vous cherchez bien, vous allez trouver de véritables œuvres d'art, des joyaux. C'est toute cette partie, cette face cachée et pourtant énorme de l'art contemporain que j'aimerais voir ressurgir. En fait, on essaye de réhabiliter quelque chose qui est négligé et on essaye de donner une nouvelle dimension, d'élargir le spectre de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut appeler art contemporain. Devant une toile vierge, pour moi, c'est pas une toile vierge. J'ai une démarche qui est un peu analogue à celle de l'archéologue. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Et à moi de gratter là où il faut, à moi de mettre en lumière quelque chose qui existe déjà. À moi de fidèlement de dégager couche après couche la réalité qui, elle, existe et que je dois faire découvrir aux spectateurs. On pourrait croire que des gens posent pour moi, mais personne ne pose pour moi. Tout ça, ça sort de ma tête, c'est ancré dedans et c'est à moi de le révéler. Dans mon travail, au travers de l'art continu, j'essaye de relier l'avant-garde, l'art contemporain, à ses racines et ses racines les plus profondes, donc l'Antiquité, mais aussi d'autres choses, pour essayer de transmettre cet autre regard sur l'art, cet autre regard sur le sens de l'esthétique et du plaisir.